Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le week-end d'Halloween. Malgré mon déménagement, comme vous pouvez le voir, toute mon installation, mes soucis d'internet, je pouvais pas ne pas marquer l'occasion. Donc j'espère que vous serez contents d'avoir cette petite vidéo surprise. À la base, j'avais prévu de vous faire une semaine spéciale avec plein d'histoires vraies dont j'ai très envie de vous parler, un petit peu plus paranormal que ce que je fais d'habitude. Mais j'ai vraiment pas eu le temps, donc je garde ma liste et mes recherches de côté et je vous ferai ça à un autre moment, je pense d'ici quelques mois. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter 3 petites histoires vraies d'affaires criminelles en lien direct avec Halloween. C'est pas genre des crimes qui par hasard sont arrivés un 31 octobre, non, là c'est vraiment en rapport avec la fête d'Halloween comme vous allez le voir. Je pense que si vous avez décidé de fêter Halloween ce soir, ça va vous marquer et probablement que vous allez y repenser, je vous préviens. Allez, comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. La première histoire que je vais vous raconter est très récente puisque c'est arrivé à la fête d'Halloween de l'année dernière, donc en 2020. Elle s'est produite dans la ville de Québec, au Canada, et je pense que tous les Québécois qui me regardent ont dû entendre parler de cette affaire, et même probablement plus que les Québécois parce que ça a été très médiatisé quand même. C'est vraiment arrivé dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, donc pile la soirée où traditionnellement, les enfants se déguisent et vont toquer aux portes pour réclamer des friandises, les adolescents regardent des films d'horreur et puis les adultes comme moi organisent des fêtes déguisées sur le thème de l'épouvante. On est au milieu de soirée quand un homme costumé en chevalier médiéval aux vêtements sombres, type un peu samouraï, se promène dans les rues du centre historique de Québec, dans la zone du château Frontenac. Et on pourrait croire que s'il a pris un sabre japonais avec lui, c'est pour parfaire son déguisement, sauf que non. Cet individu a la ferme intention d'attaquer des passants au hasard et de faire le plus de morts possible. Et c'est ce qu'il va faire. Il se lance subitement sur les malheureux qui croisent sa route, les lacère violemment avec son sabre, puis s'échappe en vitesse. C'est complètement fou comme situation, vous imaginez, vous êtes en train de vous balader dans le centre-ville, vous voyez des gens qui se rendent à des fêtes costumées et puis vous croisez la route d'un gars déguisé qui vous saute dessus et vous attaque avec une épée. Je pense que la plupart des gens qui ont vécu ça ont dû avoir quelques instants d'hésitation, genre est-ce que c'est une farce d'Halloween? Est-ce que c'est une mise en scène? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'imagine que on réalise pas immédiatement que c'est vraiment très sérieux et très dangereux. Bref, donc l'homme fait ça. Heureusement, les rues ne sont pas aussi animées que d'habitude à cause de la crise sanitaire du Covid. En tout, il attaque 7 personnes, dont 2 vont très malheureusement perdre la vie ce soir-là. Vers 22h30, on retrouve un premier corps égorgé rue du Trésor, puis un petit peu après, un deuxième rue des Remparts. Les victimes s'appelaient François Duchesne et Suzanne Clermont. Les 5 autres victimes sont récupérées par les secours et prises en charge à temps, mais elles ont quand même des graves blessures infligées par la lame tranchante du fou furieux qui s'est enfui entre-temps et est activement recherché par la police. Le comportement de l'attaquant est terrifiant, il ne parle pas, il hurle et il se jette sur ses victimes comme un animal. L'un d'entre eux raconte « Il n'était plus là, le gars. Il hurlait, il était déchaîné. Le côté démoniaque qu'il avait, enragé, c'était pas humain. » Une véritable chasse à l'homme s'organise dans le centre-ville de Québec cette nuit-là. On demande à tous les habitants de se barricader chez eux pour éviter qu'il y ait plus de victimes.
On confine la zone pour s'assurer que personne ne peut la quitter, que ce soit à pied ou en voiture, et on dépêche de nombreux policiers armés et même des brigades canines pour retrouver le suspect. Heureusement, entre minuit et demi et 1h du matin, les policiers sont parvenus à l'interpeller près du port grâce à un agent de sécurité qui a vu un homme s'enfuir au loin et qui l'a discrètement suivi pour ne pas le perdre de vue pendant qu'il appelait la police. Quand le suspect a été interpellé, il s'est totalement laissé faire et n'a pas du tout tenté de se débattre. Selon les policiers, il était à ce moment-là pieds nus et en état d'hypothermie. Peu de temps après son arrestation, on a eu quelques informations sur l'auteur de l'attaque, mais assez vagues. C'était un jeune homme de 24 ans, originaire de Montréal, qui n'avait pas de revendication particulière, qui ne semblait pas avoir agi pour une idéologie, donc a priori, je dis bien a priori, ce ne serait pas un terroriste. Par contre, ce que l'enquête a révélé, c'est, comme je vous le disais, qu'il attaquait au hasard, avec pour objectif de tuer le plus de monde possible. Ce qu'on sait aussi, c'est que plusieurs années auparavant, vers 2014, il avait exprimé cette envie de passer à l'acte auprès d'un médecin, donc c'était vraiment quelque chose de prémédité. Mais par contre, il n'avait aucun antécédent judiciaire, donc on comprend pourquoi il n'était pas spécifiquement surveillé. Son identité n'a été communiquée que plus tard et c'est comme ça qu'on a pu en savoir un petit peu plus sur les circonstances du drame. Carl Girouard, c'est son nom. C'est un jeune homme dont on apprend un petit peu plus par les témoignages de ses anciens camarades de classe qui racontent que c'était quelqu'un de bizarre mais pas dangereux. Il se rappelle aussi qu'il insistait beaucoup pour qu'on le surnomme le warrior ou le guerrier, ce qui signifie la même chose en fait. Puis vraiment, il insistait beaucoup pour que ce soit son surnom, il aimait que les autres le désignent comme ça. Une ancienne camarade de classe raconte: c'était un garçon spécial, gentil mais solitaire. Ça pouvait lui arriver d'être agressif et colérique, mais rien de majeur. Il avait peut-être un trouble du comportement, il était suivi par une éducatrice spécialisée. Moi, ça me fait dire qu'il a dû passer entre les cracks, qu'il aurait vraiment fallu plus de ressources en santé mentale pour l'accompagner. Pour plusieurs experts psychiatres, les actes de Carl Girouard semblent avoir été commis lors d'un épisode psychotique. Le fait qu'il s'en prenne à de complets inconnus, dans une ville qu'il ne connaît pas, avec un sabre et puis cette tenue de déguisement, le fait qu'il avait aucune revendication aussi, tout ça, ça semble vraiment montrer qu'il n'y avait pas une explication rationnelle à son passage à l'acte. Il tentait pas de se venger de quelqu'un ou de quelque chose, il essayait pas de faire passer un message. Et je pense que si effectivement il avait déjà des troubles du comportement et qu'il était beaucoup isolé depuis ses études secondaires, comme en ont témoigné ses voisins, c'est vraiment une explication qui tient debout. En plus, 24 ans, c'est souvent l'âge où les troubles de ce type se déclenchent. Je dirais même que c'est presque un petit peu tard. Déjà, souvent, ça tourne autour de la vingtaine d'années, mais bon, là, je chipote. Disons que c'est beaucoup plus rare de développer un trouble psychotique à 50 ans passés, même s'il existe évidemment des exceptions. Évidemment, ça reste des suppositions. Il faudrait voir ce que donneront les expertises plus approfondies par la suite lors du procès, mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Actuellement, Girouard, il est présumé sain d'esprit et donc apte à être jugé. J'ai malheureusement pas beaucoup plus d'informations à vous donner sur cette affaire et sur le profil de Girouard parce qu'il était quasi absent des réseaux sociaux et puis il s'est très peu exprimé depuis son arrestation, donc il y a assez peu de choses qui ont filtré depuis l'année dernière. Je pense que c'est vraiment une affaire qui aura plein de déroulements encore à venir puisqu'il va y avoir un procès. On saura plus de choses plus tard, mais pour le moment, voilà ce que je pouvais vous dire en résumé sur ce terrible drame. Pour finir, je voudrais vraiment adresser toutes mes pensées aux 7 victimes et à leurs proches pour qui la vie a complètement basculé il y a 1 an aujourd'hui de façon totalement absurde et complètement injuste. Le 13 octobre 2015, les habitants de Chillicothe, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis, ont vécu l'une des choses les plus traumatisantes de leur vie. Pendant plusieurs jours, ils sont passés devant ce qu'ils croyaient être une décoration d'Halloween,
représentant un corps suspendu à un grillage en pleine rue dans la ville. Mais après quelques jours, un des habitants qui promenait son chien décide de s'approcher pour regarder la décoration de plus près et là, il recule avec horreur parce que le corps accroché au grillage, c'est pas une déco d'Halloween, c'est un véritable cadavre. Lorsque les premiers policiers arrivent sur place, ils notent que le corps est tellement abîmé et couvert de sang qu'il est à première vue impossible de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Le cadavre est suspendu par sa manche qui s'est prise dans le grillage, sa tête a clairement été défoncée à grands coups, et puis près de la clôture, on retrouve aussi une grosse pierre ensanglantée qui est probablement l'arme du crime. On décroche le corps, on l'emmène pour autopsie, et c'est là qu'on va réussir à un petit peu mieux retracer qui est la victime et ce qui s'est passé. Le corps est celui de Rebecca Cabe, une jeune femme de 31 ans, habitante de Chillicothe. D'après ses blessures et les traces de sang sur la scène de crime, on pense qu'elle a été frappée à la tête et qu'elle a couru, poursuivie par son agresseur jusqu'à la barrière qu'elle a tenté d'escalader pour s'enfuir. Et c'est là que la manche de son pull se serait accrochée et elle aurait été assassinée contre la clôture à coups portés sur sa tête et son cou avant que son tueur ne prenne la fuite. Rebecca était malheureusement une personne très vulnérable. C'était une prostituée et une toxicomane. Ceux qui la connaissaient expliquent qu'elle avait aussi des petites difficultés cognitives, du genre elle avait parfois du mal à tout comprendre et une tendance à être assez naïve et à faire confiance à tout le monde. Bref, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont fait d'elle une proie facile. Et il ne faut pas bien longtemps avant que la police interpelle un suspect, Donny Koshnoor de 27 ans, un ami de longue date de la victime avec qui il venait de se disputer. On retrouve même des taches de sang sur ses vêtements. En interrogatoire, Koshnoor nie les faits, il reconnaît que oui, il a eu un accrochage avec Rebecca qui a dégénéré, mais selon lui, ça s'est arrêté là et il ne l'a pas tuée. Évidemment, les enquêteurs ont du mal à croire à cette version. Ils décident d'organiser une sorte de reconstitution sur les lieux du crime et là, Donny Koshnoor craque, il avoue l'assassinat. Le suspect avait déjà pas mal d'antécédents judiciaires, notamment plusieurs arrestations passées et 21 inculpations pour défaut de comparaître. Et il était aussi sous des sanctions de restriction communautaire depuis 3 ans après ne pas avoir coopéré lors d'une arrestation. Sauf que cette histoire qui est déjà assez horrible comme ça, elle ne s'arrête pas là. Assez vite, des gens se sont rendus compte qu'il y avait déjà eu d'autres cas, 6 au total, de meurtres et de disparitions de femmes prostituées et toxicomanes à Chillicothe dans les mois qui ont précédé l'assassinat de Rebecca Cabe. Et ça, en fait, ça a éveillé des doutes parce que il n'y avait pas de lien entre Koshnoor et les autres victimes. Donc ça a beaucoup joué lors de son procès en 2017 et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. L'accusé a été reconnu non coupable du meurtre de Rebecca Cabe parce que malgré ses aveux et malgré le sang sur ses vêtements, le jury a décidé que l'affaire était trop complexe et qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour le condamner. Koshnoor a du coup été libéré après 18 mois passés en détention préventive et l'affaire du meurtre de Rebecca Cabe reste toujours non élucidée. Voilà, c'est juste super triste de voir que ce fait divers qui a quand même obtenu plus de notoriété que beaucoup d'autres de par ces circonstances vraiment macabres, n'a pas pu permettre de rendre justice à la victime. Et puis c'est aussi là qu'on voit que plein d'affaires restent complètement invisibles tant finalement elles sont communes. Ça n'attire même pas vraiment l'attention des médias. La dernière histoire que je vais vous raconter est assez courte. Elle s'est aussi déroulée le 31 octobre de l'année dernière, donc en 2020, mais en Espagne cette fois-ci, dans la ville de Huelva. On est en début d'après-midi, il est dans les environs de 14 h, quand un homme d'une cinquantaine d'années, bien connu du quartier sous le surnom du Mexicain, se promène dans la rue avec un sac plastique à la main et il s'amuse à faire des blagues d'Halloween aux enfants en sortant une tête d'un sac. Il fait son petit tour, il s'amuse à effrayer un certain nombre de gamins en leur disant « je transporte une tête », avant de se diriger vers une poubelle, de déposer le sac plastique à côté et de partir en courant. Des gens sont témoins de la scène et ils se disent quand même c'est bizarre ce qui vient de se passer.
Ils décident d'appeler la police qui arrive mais genre sans grande conviction parce qu'ils se disent que c'est juste une blague d'Halloween. Sauf que à côté du conteneur, ils trouvent effectivement une tête humaine décapitée. Alors, comme tout le monde a vu l'individu qui s'est débarrassé de la tête, c'est pas bien difficile de le retrouver. En fait, il s'était enfermé chez lui, donc il a fallu plusieurs heures avant qu'il puisse être interpellé, mais l'opération de police s'est bien passée. Dans l'appartement de la victime, qui s'avère être Candido Romero, le voisin et une connaissance de son assassin, les enquêteurs retrouvent le reste du corps. L'auteur des faits s'appelle Manuel Jesus N.B. Il est surnommé le Mexicain parce qu'il a vécu dans ce pays-là pendant de nombreuses années depuis la fin des années 90 et la police découvre d'ailleurs qu'à cette époque-là, vers 2009, il était chef de gang à Monterrey et il s'est fait arrêter là-bas, il a même fait de la prison donc bon, clairement il avait des antécédents de violence connus. En interrogatoire, Manuel Jesus va raconter le meurtre. En gros, il était chez son ami et voisin Candido Romero, ils prenaient une bière ensemble comme à leur habitude. Mais après c'est un petit peu vague parce que on comprend pas pourquoi il l'a attaqué d'un coup. En tout cas ce qu'il raconte c'est que Candido lui tournait le dos quand il a pris un morceau de radiateur, qu'il l'a assommé avec et puis il s'est saisi d'un couteau de cuisine et l'a décapité. Puis le Mexicain est sorti s'acheter des bières, il est revenu chez son voisin, il a posé la tête à côté de lui et il a discuté avec la tête une bonne partie de la nuit avant de la mettre dans un sac plastique et de l'emporter pour rentrer chez lui et dormir. Puis c'est le lendemain, jour d'Halloween, qu'il a décidé d'aller faire un tour dans le quartier. Il s'est posé un moment sur un banc au parc, toujours avec la tête dans le sac à ses côtés, puis il s'est amusé à faire peur aux gamins avant de s'en débarrasser. Le mobile du meurtre n'a pas été clairement défini. D'un côté, la défense du suspect avance qu'il a des troubles psychiatriques importants. De l'autre, on dit qu'il terrorisait son voisin depuis un moment déjà. Il l'avait déjà frappé et on soupçonne qu'il lui extorquait de l'argent. Comme dans l'histoire précédente, Candido Romero, c'était une personne vulnérable, toxicomane de longue date. Il avait intégré un programme pour tenter de se sevrer de la drogue. Il vivait isolé, tout seul dans sa maison qui appartenait à ses parents autrefois. C'était un homme gentil mais très en retrait et craintif. On sait aussi que quelques semaines avant d'être assassiné, il avait réclamé de l'argent à sa famille qui s'était alors dit qu'il était retombé dans la drogue. Mais désormais, ses proches se disent que peut-être il avait des problèmes d'argent avec le Mexicain, ce qui expliquerait pourquoi il a été tué d'une façon aussi barbare. Le procès de cette affaire n'a pas encore eu lieu puisque les faits se sont déroulés il y a tout juste un an, c'est un petit peu tôt. Moi, je suis assez impatiente d'en savoir plus sur le profil du suspect et qu'on sache s'il est reconnu responsable de ses actes ou pas sur un plan pénal parce que, a priori, on se dit qu'un gars qui décapite son voisin, qui passe la nuit à discuter avec la tête, puis qui la balade dans le quartier pour la montrer aux enfants, c'est probablement quelqu'un qui est atteint de troubles très délirants, mais en réalité, c'est pas forcément ça. Les décapitations, c'est vraiment un mode opératoire très commun des cartels mexicains, donc si ça se trouve, il était complètement conscient de ce qu'il faisait, puis peut-être que c'est un petit peu un mélange des deux. Bref, voilà pour cette histoire et pour ces histoires de crimes en rapport direct avec Halloween. Vous savez que moi, j'adore cette fête, mais là, je dois dire que ces histoires, elles ont un peu refroidi mon enthousiasme parce que moi, j'ai toujours gardé mes yeux et mon regard d'enfant sur la fête d'Halloween. Pour moi, ça a toujours été synonyme de rassemblement avec les amis, de fête, on s'amuse, on se déguise, on regarde des films ou des séries d'horreur, mais toujours dans un esprit vraiment festif et bon enfant, quoi. Et là, le fait de me rendre compte qu'il y a forcément des criminels qui saisissent cette occasion pour commettre des meurtres, ça me touche beaucoup, je ressens vraiment beaucoup d'empathie pour les victimes, évidemment. Et puis je peux pas m'empêcher de me demander si soit elle ne se serait pas fait tuer, s'il n'y avait pas eu Halloween à ce moment-là, ou en tout cas s'il n'y aurait pas eu tout cet attrait aussi morbide et parfois carrément irrespectueux de la part du public pour leurs histoires. En même temps, comme je vous le disais aussi, c'est parce qu'il y a cette particularité qui fait que ces affaires ont été surmédiatisées et que les victimes ne tombent pas dans l'oubli total. Donc, j'ai des émotions assez paradoxales vis-à-vis de tout ça et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, si vous sortez ce soir après avoir regardé cette vidéo, si vous organisez ou vous participez à une soirée d'Halloween, soyez bien sur vos gardes et surtout,
Surtout, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.